Salut, c'est Chevalier Chaka. Bon, eh bien, j'imagine que nous y sommes. La vidéo de rigueur où je vais parler de Sword Art Online et dire ô combien c'est mauvais, parce que c'est une cible facile et que ça fait toujours connaisseur de dire à quel point cette franchise ne mérite pas un tel succès. Même si jusqu'à preuve du contraire, le succès n'a jamais été quelconque gage de qualité, donc je vois pas trop en quoi ça pose problème ici. Enfin bref, je vais déverser tout mon fiel sur Kirito et son harem et ainsi gagner ma médaille du bon goût. Oui, je vais le faire. Enfin, je l'aurais fait. Il y a quelques années de ça. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus compliqué, car je suis loin de détester SAO. À force d'explorer cet univers, j'ai fini par fortement m'attacher à cette œuvre, plus riche qu'on semble se l'imaginer, si l'on prend le temps de bien creuser le sujet. Et quand je dis que je l'ai exploré, c'est vraiment sous toutes les coutures. Anime, light novel, manga, jeux vidéo, jeux mobiles et même jeux de plateau. C'est bien simple, il y a eu une période de ma vie où ne se passait pas une journée sans que je ne fasse pas quelque chose en relation avec la franchise créée par Riki Kawahara. En fait, je suis pas sûr que cette période soit terminée. Et j'ai bien conscience qu'en admettant cela, je vais faire lever pas mal de sourcils, allant pour certains jusqu'à remettre en doute ma notion du bon goût. Parce que de manière assez fascinante, avouer aimer SAO, c'est potentiellement plus rédhibitoire que d'avouer aimer le hentai. Eh bien figurez-vous que j'étais comme vous au départ, et ce n'est qu'après des heures incalculables passées à arpenter les étages de l'Encrad que je peux maintenant le dire. J'aime SAO. C'est une œuvre incroyablement... moyenne. Attendez, quoi ? Alors je sais, ça peut paraître paradoxal, pourtant c'est assez simple. Aimer une œuvre, ce n'est pas forcément adhérer à celle-ci dans son entièreté. On peut parfaitement avoir conscience de ses défauts et même admettre apprécier quelque chose d'objectivement mauvais, bien que l'objectivité dans l'art soit surtout un concept abstrait plutôt qu'une réalité. Et je ne suis pas en train de dire que SAO soit mauvais. Et bien que cette idée sonnera pour la plupart d'entre vous comme une évidence, j'ai comme l'impression que celle-ci ne s'applique jamais vraiment avec Sword Art Online. Entre ses détracteurs qui lui trouvent tous les défauts du monde et qui s'amusent à rajouter une couche de mauvaise foi parce que c'est la franchise qu'on aime détester, et beaucoup de ses fans qui jouent souvent la carte de l'affectif pour justifier leur intérêt, à coup de « c'était mon premier anime » ou « j'y suis attaché », un peu comme on s'attacherait à un animal estropié, ou bien en essayant d'éluder tout ça avec le fameux « oui mais le premier arc était excellent, après j'avoue, trop nul ». Sauf que moi, j'aime tout SAO, embrassant les forces et les faiblesses de chaque partie, de chaque support, même si c'est pour parfois m'arracher les cheveux face au potentiel gâché de tel ou tel arc. Et c'est pourquoi je ne me retrouve pas dans la manière dont le sujet est traité la plupart du temps. Je vais donc essayer de vous expliquer pourquoi, à mon avis, le light novel de Riki Kawahara ne démérite pas et n'est pas l'escroquerie que beaucoup semblent percevoir. Et cela malgré les défauts qui auraient dû la faire sombrer dans l'oubli il y a bien longtemps, d'après ce que j'ai compris. Alors, une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas commencer en parlant du support originel, mais par lequel beaucoup, dont moi, ont découvert la franchise. Je veux bien entendu parler de l'anime. Adaptation démarrée en 2012, réalisée d'abord par Tomohiko Ito pour le studio A1, et à qui nous devons les 2 premières saisons, ainsi que le film Ordinal Scale, puis qui sera remplacé par Manabu Ono pour l'Arc Alicization. Et pour dire les choses simplement, elle n'est pas la meilleure porte d'entrée et a failli me fâcher définitivement avec les péistes noirs. Puisque tout le monde vantait le premier arc comme le summum de ce que pouvait offrir la franchise, ma conclusion était qu'elle n'avait pas grand chose dans le ventre. Rythme saccadé, avec des histoires sans intérêt qui parasitent régulièrement l'intrigue principale, univers développé à vue, on vous a dit qu'on ne pouvait pas tuer de joueurs en ville ? Non ? Bah on vous le dit maintenant, car c'est important pour cet épisode. Personnage introduit à l'appel pour ne plus jamais réapparaître, dialogue insipide, redondance d'écriture, j'avais eu vent de la mauvaise réputation de la série, mais je n'avais pas imaginé l'ampleur de la catastrophe. Alors que promis, je venais avec les meilleures intentions du monde. Vu mes années passées sur un certain MMO, j'étais séduit par le concept de base. Mais en dehors de ses qualités techniques indéniables, comme sa bande originale pour le coup inattaquable, merci Yuki Kajiura, j'étais vraiment dubitatif quant au succès que bénéficiait la série. Et vous vous en doutez, ce n'est pas le second arc qui m'a plus éclairé quant aux raisons d'un tel engouement. Mais étant quelqu'un de persévérant, ou avec une vie triste et n'ayant rien de mieux à faire, j'ai quand même donné sa chance à la 2e saison, et si je n'étais pas non plus ébloui, j'y ai pris un réel plaisir. Que ce soit Phantom Bullet avec son univers post-apocalyptique simple, mais au fonctionnement beaucoup moins cryptique et improvisé que l'Encrad, et se focalisant sur une poignée de personnages, ou Mother Rosario offrant enfin un point de vue différent de celui de Kirito avec Asuna en premier plan. J'ai trouvé l'ensemble solide. Bon, entre les deux il y a calibre, mais on y reviendra également, ne vous inquiétez pas. Du coup, j'avais de plus en plus envie de comprendre pourquoi cette franchise défrayait autant la chronique, en bien comme en mal. Alors, comme une sorte de défi ou de curiosité malsaine, j'ai commencé le light novel. Et j'étais à mon tour prisonnier de l'Encrad. Mais j'ai trouvé les réponses que je cherchais. J'ai d'abord compris pourquoi l'adaptation ne fonctionnait pas correctement. Dans le light novel, l'arc Encrad est l'équivalent du tome 1. Et autant vous dire qu'un light novel, c'est plutôt court en règle générale. Or dans ce tome, l'histoire se focalise uniquement sur le duo Kirito-Asuna et la progression des étages. Pas de Lisbeth, de Silica ou encore Yui.
La majorité de ces événements sont en fait des nouvelles publiées a posteriori et compilées pour la plupart dans le tome 2. Mais le studio A1 a décidé de réorganiser le contenu des volumes afin de remettre tous les récits dans leur ordre chronologique, sûrement pour rallonger au maximum la saison. Décision qui semble cohérente à première vue, sauf que pas du tout, puisque cette intégration a été faite au forceps, se contentant d'enchaîner les histoires telles quelles, sans essayer de rendre l'ensemble plus homogène. Pour vous faire une idée, si on retirait de l'anime les épisodes inutiles pour obtenir l'adaptation comme ce à quoi elle aurait dû ressembler, l'Arcancrad serait passé de 14 épisodes à tout juste 7. Soudainement, tout prend sens. Ces personnages introduits et qui ne réapparaissent pas, cette narration inconsistante qui passe d'un moment important pour enchaîner avec une ellipse de 20 étages et nous embarquer dans une aventure sans intérêt, ce n'est pas du fait de l'auteur. Certes, au format papier, l'ensemble manque toujours d'épaisseur et le style du romancier est encore fébrile, voire un brin amateur, mais l'on se retrouve avec une histoire cohérente, rythmée, sachant aller à l'essentiel. Et ces petites intrigues, une fois remises dans leur contexte, c'est-à-dire en dehors de l'aventure principale, me furent beaucoup plus appréciables. Oui, je me suis mis à apprécier Silica et Lisbeth, dont j'ai trouvé les péripéties fleurs bleues assez charmantes. Rien de transcendant, mais c'était mignon, alors qu'elle me sortait par les yeux lors de mon visionnage de l'anime. Conséquence directe également, l'aspect harem est grandement affaibli, vu qu'on n'a plus cette sensation qu'à chaque épisode, ce cher Kirito va faire chavirer le cœur d'une nouvelle inconnue. Et ce genre de mauvaises idées de la part de la version animée, je pourrais en citer encore un grand nombre. Autre très célèbre, les épisodes sur la quête Calibur. Souvent décrié et placé entre deux arcs aux tonalités plus sombres, celui-ci était à l'origine proposé dans le tome 8 des romans, qui est aussi une compilation d'histoires courtes, sortie après Mother Rosario, afin de faire patienter jusqu'au début d'Alicization. Bref, une histoire au ton volontairement plus léger, et qui n'avait pas sa place à cet endroit dans l'anime. D'autant que le passage où la quête nous est normalement introduite la première fois se trouve dans l'arc Fairy Dance, et n'est pas adapté par la version animée, renforçant encore plus la sensation d'histoire totalement improvisée pour atteindre le quota d'épisodes. Alors qu'en fait, pas du tout. Ces choix sont d'autant plus dramatiques quand on sait que Riki Kawahara a déclaré lui-même dans la postface du tome 8 avoir songé à réorganiser son récit dans l'ordre chronologique, lorsqu'il a dû adapter son web novel en light novel. Mais cela lui aurait demandé de combler les vides narratifs et il fut effrayé du travail colossal que cela représentait. Ce travail, il le fera plus tard avec SAO Progressive, qui retrace la conquête des étages de manière plus détaillée et toujours en cours de publication actuellement. En bref, un auteur encore débutant avait déjà plus de jugeote qu'un studio professionnel. Et si on pouvait espérer que ces choix maladroits allaient être évités avec Alicization et son nouveau réalisateur, il n'en est malheureusement rien. Entre coupe à la serpe, rajout inutile et absence de point de vue important pour permettre d'appréhender la psyché de certains personnages, la dernière saison varie entre des passages d'une incroyable longueur ou au contraire la sensation de rusher son propos. Au final, l'anime n'est qu'un joli objet, une sorte de bonbon pour le lecteur du light novel qui veut juste revoir des passages clés avec une animation soignée et des jolies musiques. La saison 2 s'en sort mieux uniquement parce qu'elle adapte des histoires plus courtes et qui n'ont pas d'histoire annexe. Autrement, elles auraient sûrement été intégrées n'importe comment. En bref, si l'ensemble est agréable, il ne transcende jamais son matériel de base, alors qu'il y avait de quoi faire. Car le light novel a beau être meilleur en termes de cohérence, le style ne reste pas moins brouillon et pas très régulier, et on ne peut être que consterné par les maladresses, facilités de scénario ou les problèmes de rythme. En particulier avec Alicization, qui peine grandement dans ses débuts à alterner les points de vue de manière naturelle, faisant qu'on pourrait presque résumer le premier tome à Kirito coupe un arbre. Fun. Sauf que nous avons affaire à un auteur dont l'amour pour son œuvre est particulièrement communicatif, en plus d'être pleinement conscient de ses lacunes, qu'il est le premier à admettre. On peut bien sûr mettre ça sur l'humilité un peu trop souvent automatique des artistes japonais, néanmoins il cite régulièrement des points précis qui font défaut à son travail, démontrant que s'il y a sans doute une part de fausse modestie, il y a également une vraie lucidité. Et c'est quelque chose qui m'a toujours plu, assister à l'évolution et la progression d'un auteur, même quand il part de très bas. D'autant qu'il s'agit d'un autre point fort de la franchise, sa générosité et sa capacité à se réinventer régulièrement. C'est un point souvent avancé même par un grand nombre de ses fans, mais beaucoup regrettent que SAO n'ait pas exploité immédiatement l'Arcancrad de manière plus conséquente, qu'il y a trop d'ellipses et qu'on aurait dû suivre plus en profondeur l'avancée des étages. J'ai une vision totalement opposée à cette idée. Je l'ai dit, Kawahara, ce n'était pas forcément une plume très rigoureuse au début de son light novel. De plus, celui-ci n'avait pas anticipé un tel succès pour sa série. Dans ces conditions, imaginez qu'un auteur alors encore novice aurait pu écrire une aventure de 75 étages sans que cela soit terriblement redondant, est à mon avis une belle chimère. Je pense au contraire qu'en faisant ainsi, cela aurait encore plus mis en lumière les faiblesses de son style, soit des personnages pas toujours très développés et des dialogues dans leur ensemble plutôt niais. Alors qu'en l'état, l'écrivain compense ses faiblesses en étant généreux dans les idées et les univers qui n'hésitent pas à se réinventer du tout au tout, quitte à bousculer et à déplaire.
On se retrouve certes avec un public divisé, et qui change d'avis sur la franchise d'un arc à l'autre, reprochant le manque de cohérence globale, mais elle apporte en contrepartie une vision assez détaillée quant à la gestion du traumatisme par nos héros. Et ça, c'est probablement l'aspect le plus fort et le plus sous-estimé de la série. Sword Art Online a beau avoir un nombre conséquent d'arcs, dans des univers a priori différents, il n'empêche que cela reste Sword Art Online. Et par là, j'entends que l'ombre de la forteresse volante ne cesse jamais de planer sur les rescapés. Un peu comme une malédiction, Kirito et ses compagnons ne se sont jamais totalement déconnectés du jeu. Que ce soit à travers leur développement ou l'intrigue, on revient toujours au jeu mortel d'Akihiko Kayaba. Car même s'ils y ont risqué leur vie, c'est pour la plupart le seul endroit où ils se sont sentis réellement vivants. Aussi, ce n'est pas par bêtise que ces derniers replongent immédiatement dans des univers virtuels après en avoir été libérés, mais un peu comme ces alpinistes ayant échappé de peu à la mort, il y a ce besoin viscéral de retrouver ce sentiment de plénitude, sentiment capturé et enfermé à jamais dans l'Encrad. À ceci s'ajoute un message assumé et récurrent de la franchise qui consiste à mettre sur un pied d'égalité les univers virtuels et le monde réel. Alors que la tendance serait plutôt de minimiser ce genre d'activité et de dépeindre les accros aux jeux en ligne comme des gens qui perdraient leur temps dans quelque chose de futile et de factice, Reiki Kawahara prend le parti pris inverse et ne cesse d'exprimer via SAO la valeur bien réelle de ces multiples vies vécues au travers des jeux vidéo, allant jusqu'à défendre l'idée que la valeur d'une vie virtuelle en a autant que celle d'une vie réelle. Dans un monde où les intelligences artificielles se développent toujours plus vite et où l'on ne sait pas jusqu'où elles iront, SAO choisit donc le camp de la technologie, ce qui n'est finalement pas une position si répandue. Or, c'est un des points centraux de l'œuvre, s'inspirer de la science pour fantasmer jusqu'où elle pourrait nous conduire, là encore rendu possible par ce choix de se réinventer régulièrement, plutôt que de s'enfermer dans l'encrade. On parle donc d'immersion complète, du potentiel du virtuel dans le milieu médical, de réalité augmentée, ou encore d'IA de type bottom-up, intelligence artificielle qui fait pas mal parler d'elle depuis 2015, avec le fameux programme AlphaGo. Reiki Kawahara est quelqu'un qui a fait ses devoirs, et qui réussit toujours à être dans le coup en proposant des histoires qui s'intègrent, voire qui anticipent l'actualité technologique. Il faut se rappeler que la première saison animée fut lancée en 2012, soit la même année que l'annonce de l'Oculus Rift, et donc anticipée par le light novel. Certains pourraient qualifier ça d'opportunisme ou d'esbrouf, mais je persiste à penser que ces gens n'ont pas vraiment perçu le véritable intérêt de la franchise. SAO n'est pas intéressant pour son aspect isekai ou son casting de personnages beaucoup trop nombreux. SAO est une œuvre fascinante de par la variété de ses univers et les thématiques qu'elle aborde. Et en contrepartie, avec sa temporalité qui s'étale rapidement sur plusieurs années, on peut constater des changements notables dans le comportement de la plupart des protagonistes. Encore une fois, l'écrivain compense ses faiblesses via des choix de narration assumés, quitte à déplaire. Rejoignant encore l'idée qu'un Kawahara écrivant tout l'encrad dès le début n'était franchement pas souhaitable. Mais j'ai bien conscience que dans le fond, SAO est une œuvre imparfaite. Quel que soit le support, l'œuvre de Kawahara est malade, avec des fulgurances indéniables et fourmillant d'idées, mais qui possède un défaut majeur déjà cité, ses personnages. La plupart sont inintéressants ou dans le pire des cas, irritants. Or, il est très compliqué de conseiller une œuvre où l'humain est incontestablement l'aspect le plus faible. Même si à cet égard, on peut quand même prendre en compte la courbe de progression de la série. Et le Kirito du début n'a plus grand chose à voir avec celui décrit actuellement. Néanmoins, même en ce qui concerne son introduction, si j'admets volontiers qu'elle est grossière et bourrée de clichés, je constate qu'on retrouve cet archétype encore très régulièrement dans d'autres séries, sans qu'il y ait des complaintes aussi virulentes. Comme si l'épéiste noir cristallisait une haine au-delà de sa propre personne et payait pour tous les autres. Et si en général SAO ne s'attarde pas souvent plus d'un arc sur les compagnons de ce cher Kazuto, c'est peut-être parce que leur fonction est remplie. Ils avaient un but, et une fois celui-ci atteint, l'auteur ne les exploite pas sans bonne raison. Frustrant et vu comme un défaut par certains, mais vu le nombre de séries qui ne savent pas se séparer de protagonistes n'ayant plus aucune utilité dans leur récit, j'ai envie de dire que c'est à l'appréciation de chacun. Mais c'est un fait, il n'y a pas beaucoup de personnages vraiment captivants. Et la plupart sont surtout sauvés grâce à une identité visuelle très forte. Kawahara peut remercier son illustrateur, Abeg, pour ça, tant ce dernier a toujours offert un travail d'une qualité qu'on pourrait presque juger trop bonne pour une telle série. Vous pouvez bien évidemment les apprécier, mais de là à dire qu'ils sont intéressants tout du long sera plus difficile à démontrer. Et ceux qui sont finalement les plus originaux ne survivent jamais bien longtemps. Entre ça et l'incapacité de Kawahara d'offrir d'autres figures masculines fortes en dehors de Kirito, la saga peine à combler cet élément pourtant essentiel. Car comment s'immerger pleinement dans ces univers si le sort de ses habitants nous est plutôt indifférent? Ainsi, je l'admets, Sword Art Online est terriblement inégal, et je serais bien incapable de la recommander les yeux fermés. D'ailleurs, l'effort nécessaire pour l'apprécier pleinement est sans doute disproportionné par rapport à ce qu'elle peut offrir en retour, j'en suis conscient. Mais elle n'est pas non plus honteuse au point de la rabaisser pour se donner une posture de connaisseur, ou en minimisant son propre intérêt à son égard, en se justifiant à coup de « j'étais jeune » ou « c'est par nostalgie ». Sword Art Online est peut-être une série qui a autant de qualités que de défauts, mais dont les qualités sont bien réelles.
Les nier ou les rabaisser n'est pas faire preuve d'honnêteté. Aussi, alors que j'étais au départ le premier à rejeter cette série, dont le succès m'apparaissait comme la preuve que l'animation japonaise était en perdition, j'ai fini par mieux l'appréhender, pour ensuite pleinement la comprendre. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de sincérité que je peux le dire, j'aime Sword Art Online. Œuvre profondément naïve, mais sincère, qui sait se montrer addictive. Et si ce n'est probablement pas un chef-d'œuvre intemporel, elle reste néanmoins assez riche pour me permettre désormais d'affirmer qu'elle n'a pas volé son succès. Et ça, je le défendrai encore longtemps. En gros, ça veut dire que je vais très certainement en reparler à l'avenir. Merci d'être passé me voir, et à une prochaine!